Bonjour, bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Amaury Pachurka, je suis le fondateur de la société Swin et de Pilotic, qui est une marque de notre société. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Smart Grid, de temps réel, d'IoT et de comment nos équipements ont fait avancer le sujet. Donc, une Smart Grid plus performante grâce à l'IoT temps réel, comment Tiki participe à ce résultat. Je vous montrerai ce que c'est Tiki plus tard, juste après. Donc d'abord, la notion de temps réel. Qu'est-ce que c'est le temps réel? Pour le marché financier, c'est la nanoseconde. Pour la tortue, c'est 30 minutes. Donc on va dire qu'on parle d'un système temps réel lorsque ce système est capable de contrôler un procédé physique à une vitesse adaptée à l'évolution du procédé contrôlé. Donc ce n'est pas la peine d'aller faire du pilotage à la nanoseconde sur un système qui va réagir au bout de 30 minutes, ça n'a aucun intérêt. Et donc on a travaillé ces différents sujets. Donc notre départ, ou en tout cas notre core business, c'est l'autoconsommation collective. Donc l'autoconsommation collective, c'est comment, sur le réseau électrique existant, rendre capables les uns et les autres de faire des transactions d'énergie. Autrement dit, comment je peux revendre directement de l'électricité à mon voisin, comment ça s'organise. Donc on a travaillé sur ce sujet-là, c'est notre business aujourd'hui, on est bureau d'études dans ce secteur d'activité et on a déployé toutes les solutions de gestion, d'accompagnement, de pilotage autour de l'autoconsommation collective. On a aussi voulu y travailler en permettant aux usagers de connaître l'électricité qui était disponible à un moment donné dans l'opération. Quand on est en autoconsommation individuelle, c'est assez facile. On sait à peu près ce qu'on consomme. Il y a du soleil dehors, ça produit. On se dit, bon, bah, c'est le moment que je consomme, je vois qu'il y a du soleil. En collectif, c'est un peu différent, dans le sens où bah, si mon voisin il est déjà en train de consommer toute l'énergie que je suis en train de surproduire, bah, en fait, je ne vais pas pouvoir en bénéficier. Donc on a travaillé là-dessus et on s'est aperçu de 4 gros problèmes. Le premier problème, c'est l'interopérabilité. Comment je suis capable de récupérer toutes les informations nécessaires à cette transmission de données, où elle est située et comment je vais la récupérer. Autrement dit, comment je récupère l'information de production d'un onduleur SMA chez un voisin A et d'un onduleur SolarEdge chez un voisin B et d'un Linky C chez un voisin C. Le deuxième problème auquel on s'est confronté, c'est l'accès aux données tiers. Donc l'accès aux données tiers, c'est quoi? C'est qu'en fait, tous ces systèmes-là, ils utilisent du Wi-Fi, ils utilisent du LoRa. En fait, ils utilisent des réseaux qui ne sont pas sous notre contrôle. Pour les installateurs, 50% du SAV, c'est quoi? C'est allô? Oui, ça ne produit plus. Qu'est-ce que c'est qui ne produit plus? En fait, c'est juste que j'ai changé ma box Wi-Fi et j'ai plus l'information. Mais ça produit vraiment. Donc c'est ce genre de problème auquel on a été confronté. Et puis, pour avoir ces informations, on s'est confronté à des problèmes de coûts et de complexité. Des passerelles supplémentaires, des coûts d'installation supplémentaires. Et puis surtout, quand on parle de temps réel, tout à l'heure on parlait du temps réel, c'est un temps où on peut avoir un effet sur un procédé, le phénomène d'asynchronie, c'est-à-dire que le temps réel de l'un n'est pas le temps réel de l'autre. Le temps réel de l'onduleur n'est pas le temps réel de la borne de recharge, qui n'est pas le temps réel du réseau. L'exemple même, c'est d'avoir les données d'Enedis, vous les avez à T plus 24 heures sur les applications existantes. Donc on a travaillé ces quatre problématiques. Là, vous avez aujourd'hui l'architecture logicielle et matérielle qui devrait être installée pour pouvoir aller piloter 2 bâtiments, équiper chacun 2 panneaux solaires, d'une batterie et d'une borne de recharge. Vous avez un équipement de panneaux solaires d'une marque A avec la passerelle de la marque A qui est configurée sur le Wi-Fi du client, qui envoie ça sur un cloud A via une API A. Puis vous avez la borne de recharge qui a son petit smart meter autonome, qui passe par la plateforme, le Wi-Fi, qui passe par le cloud B avec l'API B. Et donc en fait, les difficultés, c'est de réussir à gérer tout ça. On a l'impression, en regardant ce schéma-là, que c'est redondant. Mais comme on parle d'un équilibre sur une boucle, il suffit de couper un brin de l'information pour que tout soit déséquilibré. Donc nous, on a essayé de simplifier tout ça en allant chercher simplement l'information locale là où elle était. L'information locale, elle est où? Elle n'est pas dans la passerelle ni dans le cloud du fabricant, elle est déjà dans l'onduleur. L'information principale de consommation, d'injection et de soutirage, elle est directement dans le compteur Linky. Donc en fait, on a développé
des systèmes pour pouvoir aller chercher les informations en local et ne les transmettre que vers un seul serveur, qui est le nôtre en l'occurrence, et donc de devoir développer une seule API. Et donc pour tous les autres applications qu'on peut avoir, il n'y a qu'une seule API qui peut être disponible pour les applications derrière. Donc en fait, on a simplifié tout ça. Et donc on a résolu les problèmes d'interopérabilité, d'autonomie, puisqu'on est autonome, en fait on a intégré la NB-IoT directement, de plug and play. Je vous montrerai tout à l'heure le système ERL, pour ceux qui le connaissent, il suffit de plugger dans le compteur Linky. Et derrière, on est sur un temps réel synchronisé, puisqu'en fait on va chercher toutes les données au même moment, au bon endroit. Donc Tiki, qu'est-ce que c'est? C'est un petit émetteur radio Linky qui vient se plugger simplement dans le compteur. Et à partir de là, il émet. Nous, on reçoit le ping. On associe l'équipement au compteur Linky, puisqu'on reçoit la première information qu'on reçoit, c'est le numéro de PRM. Et à partir de là, on peut dérouler toutes les applications possibles sur le réseau. Alors, il y a NB-IoT LTE-M, donc il a sa propre carte SIM. Il fonctionne en autonomie. Et il a aussi embarqué le Bluetooth Low Energy, ce qui fait qu'on peut l'utiliser aussi comme relais de communication. On peut simplement, avec le RL, lui donner une consigne, soit une consigne du Linky, tu ne dépasses pas 200 watts de conso, ou dès que tu passes en injection, tu allumes tel équipement qui est connecté en Bluetooth, ou alors envoyer des consignes directement par la 4G pour qu'il relaye en local sur les équipements qui sont appairés. Donc ça veut dire quoi? Des coûts d'installation qui tombent, il faut plugger, un coût de gestion qui tombe parce qu'on n'a qu'un élément, de la maintenance simplifiée, l'élément ne fonctionne plus, on l'envoie par la poste, on le change et ça redémarre. Et donc on a amélioré quand même pas mal aussi le sujet des installateurs. À côté de ça, on a développé pour nos applications à nous une plateforme web de gestion d'autoconsommation collective, une application où en fait le client a sur la même application sa production, sa consommation, son injection, la production des voisins, l'énergie disponible des voisins. Pas besoin d'aller chercher sur mon application combien je consomme. Ah, Enedis, il ne m'a pas donné l'information. On a tout au même endroit. Et on a développé aussi une passerelle universelle qui sert à aller chercher les informations sur les onduleurs, mais qui aussi nous permet de connecter les compteurs PME qui ne sont pas Linky, puisque dans les opérations d'autoconsommation collective, il n'y a pas que des petites puissances. Donc notre plateforme de gestion d'autoconsommation collective, donc ça c'est un des produits qu'on déploie, donc qui sert pour la gestion des personnes morales organisatrices, la gestion des entrées-sorties, qui est apaisé avec Enedis et qui automatise les clés de répartition en fonction des objectifs. Et le monitoring en temps réel, donc vous avez là sur l'application, la production individuelle de la personne, sa consommation, la production totale de l'opération, la consommation totale de l'opération et l'énergie qui est disponible. Ça, c'est rafraîchi toutes les 30 secondes. Et donc, en fait, en permanence, une personne, elle peut se dire, bah, tiens, est-ce que je vais consommer maintenant? Est-ce que mes voisins sont en train de produire? Oui, non, j'y vais pas. On a récemment intégré aussi le signal EcoWatt, par exemple, pour aller encore plus loin en disant, bah, il n'y a plus d'énergie dans mon opération. Est-ce que je vais quand même aller consommer de l'énergie décarbonée ou pas? On a beaucoup travaillé aussi sur l'aspect information usager et ce qu'on appelle le nudging. Donc, comment l'usager s'approprie l'outil, comment il l'utilise, comment il reste utilisateur de l'outil. Vous remarquerez par exemple que sur l'application, il n'y a pas de rouge, parce que le rouge, c'est assimilé à la sanction à l'abandon. Donc en fait, on travaille sur des sujets comme ça aussi, sur l'usage du client. Donc quelles applications pour nos outils maintenant? C'est beau, on parlait quel est l'impact de la Smart Grid. Pour la Smart Grid, le premier, c'est la sobriété énergétique. Il y a les études de l'ADEME, et pas que de l'ADEME, qui démontrent que si vous connaissez votre information de consommation, juste la consommation, vous allez avoir des économies d'énergie. Implicitement, vous allez faire des économies d'énergie. Alors l'avantage de notre solution, c'est qu'il y a un système à plugger et directement une application. Parce qu'on s'est aperçu aussi, on a étudié un peu le sujet, les foyers en précarité énergétique sont aussi souvent en précarité numérique. Si on n'a pas d'argent pour se chauffer, on n'a pas d'argent non plus pour se payer le Wi-Fi, clairement, parce que les abonnements, ça coûte quand même 40 balles. Et donc derrière, en fait, on a un système qui est complètement directement sans opérateur externe. Et alors, si dans les foyers en précarité énergétique, le taux d'équipement Wi-Fi est en dessous de 60%, tout le monde a un téléphone portable et tout le monde a un smartphone, et donc on peut avoir cette information-là. La deuxième, c'est application plutôt pour les installateurs. Ils ont une maintenance simplifiée puisqu'ils installent un système plug and play dans le compteur Linky, ils gagnent du temps en installation. Et grâce à la passerelle universelle, ils peuvent aussi regrouper toutes les informations au même endroit.
L'autoconsommation collective, évidemment, c'est notre postulat de départ. Et puis ensuite vient tout ce qui est la Virtual Power Plant, le futur, puisque l'avantage d'avoir un outil qui communique en 4G, c'est qu'on peut le mettre à jour à distance. Et donc derrière, demain, je peux très bien avoir installé l'outil pour faire de la sobriété énergétique. Et puis dans 2, 3, 4 ans, aller lui mettre à jour son firmware pour dire maintenant tu vas aller faire de l'effacement ou de l'écrêtage, ou tu vas aller commander des outils, des objets appairés, ou alors la personne elle a commencé juste avec sa consommation, elle est passée en productrice, on va faire la gestion de l'autoconsommation, et tout ça, ça peut être mis à jour à distance. Donc il y a aussi limitation des interventions et facilité de déploiement. Pardon. Donc là, aujourd'hui, on a testé nos équipements à peu près avec toutes ces marques, et on continue à les tester. On a déposé un brevet, et donc aujourd'hui, on est en phase d'industrialisation pour des nouvelles applications. Un petit focus sur notre programme de R&D. Donc on a fait beaucoup de R&D technique et technologique, sur de l'algorithmie, sur la partie IoT. Et aujourd'hui, en fait, on s'est engagé aussi dans une démarche de R&D, mais de la R&D sur les sciences humaines et sociales, pour continuer ce qu'on a commencé sur les usages. Donc on a un programme de 54 mois avec l'Université de Montpellier qui va étudier tous ces usages et quels sont aussi les nouveaux business models qui vont pouvoir sortir de ces nouveaux usages et qu'est-ce que va changer le temps réel dans les usages pour le réseau. Quelques exemples de déploiement. Donc là, c'est une opération qui est notre opération vitrine, qui est située dans le Gard. Donc c'est une opération d'autoconsommation collective avec 24 producteurs interconnectés et 35 consommateurs, dans laquelle on a déployé toutes les solutions technologiques qu'on a trouvées, notamment donc l'autoconsommation collective, le temps réel, mais aussi on fait aussi du pilotage de batteries stationnaires, de batteries décentralisées, de bornes de recharge du véhicule, et on opère des bornes véhicules to grid. On est les seuls en France à avoir des bornes véhicules to grid qui injectent sur le réseau Enedis. Alors, on n'est pas dans la commercialisation du véhicule to grid, mais en tout cas, nous, ça nous sert en tout cas à entraîner nos algorithmes sur la partie stockage intermittent. Deuxième opération qui est là située dans les Hauts-de-France, où en fait le temps réel est aussi déployé pour aider à l'autoconsommation et où on a déployé une clé de répartition à plusieurs étages. La clé de répartition, c'est comment je répartis l'énergie entre les consommateurs au moment où l'énergie est produite. Et donc, on a une répartition en 5 niveaux. On a une première clé de répartition qui va donner priorité aux bâtiments de la commune. Le surplus est donné sur des bornes de recharge. Le surplus du surplus est reversé dans une deuxième opération dans laquelle les membres s'échangent l'électricité entre eux. Et toute l'énergie en complément est revendue à un agrégateur réseau. Donc en fait, on est capable de gérer au pas de temps 15 minutes, qui est le pas de temps Enedis, tous ces flux d'informations pour qu'à la fin, toute l'énergie qui a été distribuée de la commune, elle ne soit que descendante, et que l'énergie entre les uns et les autres, ils se la rachètent et ils se la revendent. Donc c'est un exemple aussi du développement de nos algorithmes. Les retours d'expérience de cette opération, le chiffre important, c'est ça, 172 € d'économie par foyer connecté, ce qui est quand même pas mal, sans faire grand-chose de plus que de participer à une opération d'autoconsommation collective. La valeur ajoutée, du coup, en termes de chiffres, donc on a repéré ce temps réel. La donnée de consommation, ça a représenté 11% d'économie sur la partie énergie. Et sur la partie autoconsommation locale, on a amélioré l'autoconsommation de l'ordre de 15%. Différentes références, on travaille avec des collectivités, des industriels, des développeurs. Et on a évidemment un partenariat fort, vous pouvez l'imaginer, avec Enedis, puisqu'on a une convention spécifique à l'autoconsommation collective, une convention pour l'usage des Linky. Et donc on est en permanence en contact avec eux pour améliorer aussi les choses des deux côtés. Notre équipe, donc une partie qui est plutôt sur la partie autoconsommation collective et une équipe de développement sur la partie IoT et algorithmie. On est société à mission avec comme objectif de concilier humanité et technologie pour répondre aux défis de la transition écologique. Donc, ce qui nous permet aussi de réfléchir beaucoup en mode sciences humaines et sociales pour pouvoir bien être sûr que les technologies qu'on va développer, elles soient utilisées derrière. Voilà, je vais vous parler d'intelligence artificielle parce qu'il faut le dire, sinon on n'est pas repéré. Mais intelligence artificielle, il y a 5 ans, j'aurais parlé de blockchain. Mais donc voilà, on travaille sur ces sujets-là, comment l'intelligence artificielle ou comment la technologie est acceptée et utilisée, ce qui est l'objectif. Alors l'impact, c'est quoi? On a vu qu'on pouvait faire 8 à 24% d'économie, il y a 36 millions de compteurs Linky. Déployons notre outil sur les 36 millions de compteurs Linky.
ça fera 5 milliards d'euros par an d'économie, soit, je ne sais plus, 25 TWh par an d'énergie à ne pas produire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été clair? Pas de questions? Bonjour. Est-ce que selon vous, le fait d'avoir une seule passerelle plutôt qu'un multiple, beaucoup de passerelles différentes, améliore la cybersécurité notamment, et comment vous prenez en considération ces enjeux? Donc la cybersécurité, elle est sur une passerelle, il n'y a qu'un flux de communication. Alors la passerelle, parce qu'on parle de cette passerelle universelle, donc c'est celle-là, hein, elle est là. Donc c'est ce système-là. Hein. En fait, comment dire, elle a plusieurs méthodes de communication. Elle va passer par défaut par le Wi-Fi ou par le réseau local, et sinon elle bascule en 4G. Donc en fait, on applique les protocoles de cybersécurité aux deux méthodes de communication. Après, effectivement, est-ce que ça améliore la cybersécurité en tant que telle? Je ne saurais pas le dire comme ça, parce qu'en fait, normalement, toutes les passerelles, elles le garantissent. D'en mettre une à la place de trois, bon, il y a peut-être moins de risque d'être hacké, mais derrière, la sécurité, elle est aussi sur tous les autres serveurs. Là-dessus, je ne peux pas vous dire vraiment s'il y a une amélioration de la sécurité. Après, on nous dit aussi, bah oui, mais s'il n'y a qu'une seule passerelle, si elle tombe en panne, on n'a plus les informations. Mais comme je l'ai montré par ailleurs, c'est que dans l'objectif d'avoir un équilibrage du réseau, de toute façon, si on perd une des passerelles, on perd aussi l'ensemble de l'équilibre. Merci beaucoup. Merci. Je suis pareil au début de votre présentation, mais j'essayais de comprendre si l'innovation elle était hardware ou software. Les deux? Alors les deux. Les deux, parce qu'en fait, l'évolution, l'innovation hardware, c'est d'avoir intégré du cellulaire dans notre module. Et l'innovation soft, c'est d'avoir pu programmer le soft pour limiter en fait la problématique de la 4G sur les compteurs Linky, c'est que l'alimentation des compteurs Linky est très faible. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on est sur un taux de rafraîchissement qu'on a remonté à 30 secondes pour être sûr d'avoir le bon timing de transfert. Parce qu'en fait, derrière, la problématique, c'est que l'énergie disponible dans le compteur Linky est très faible pour l'ERL. Et qu'en plus de ça, pour avoir des certifications NEDIS qu'on est en train de passer, il faut normalement être capable d'enquiller 7 systèmes en série. Donc en fait, on a fait tous ces calculs-là, et en fait, le gros travail qui a été fait en soft, c'est comment programmer notre hard pour pouvoir avoir des trames de communication qui sont suffisamment économes en énergie pour que ça fonctionne. Bonjour, j'aimerais bien savoir comment le réseau il se développe. Comment convaincre en fait mon voisin d'installer ce module en fait chez lui? Alors nous, on le développe, on le déploie nous-mêmes dans les opérations d'autoconsommation collective qu'on gère. Là, l'idée maintenant, c'est de le déployer pour d'autres applications et finalement de le vendre à d'autres applications. Pour l'autoconsommation collective, c'est un phénomène tache d'huile. Je vous parlais tout à l'heure de l'opération du Kellar. Elle a commencé entre 7 personnes. Et puis en fait, il y a du bouche à oreille qui fonctionne. Et qui dit, ah, tiens, toi, tu as installé des panneaux solaires, en fait, ça marche. Ah, ça marche, oui. OK. Ah, puis regarde, en plus, j'ai une application qui suit en temps réel. Ah ouais, c'est cool. Ah ben, je vais m'intéresser au sujet, je vais y aller. Donc aujourd'hui, on est plus sur de la diffusion de proche en proche, vraiment de ce qu'on appelle l'effet tache d'huile, quoi. Et c'est la même chose avec les collectivités, parce qu'on travaille avec les collectivités. On a commencé avec une collectivité du village dans lequel on a mis le projet. Ça a agrandi aux autres communautés, c'est venu aux oreilles du département, qui a rediffusé dans le reste du département et les départements dans la région. Donc on est vraiment encore sur une approche de communication de proche en proche et par la preuve. Regarde, je suis en train de consommer, je suis en train de produire. Ah ouais, super, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, nous, dans notre déploiement, on est une petite boîte, hein, on fait ça encore que sur l'autoconsommation collective, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, le sujet pour, par exemple, la sobriété énergétique, je pense que de relayer des informations de l'ADEME ou relayer des études qui démontrent que le fait d'avoir ces outils-là, ça fait faire des économies, ça va se diffuser beaucoup plus largement. On a analysé aussi ce phénomène d'acceptation. C'est-à-dire que les premiers membres qui sont arrivés dans l'opération d'autoconsommation collective, c'était est-ce que ça va me coûter plus d'argent que si j'étais en individuel?
et est-ce que c'est vraiment écologique finalement? Et en fait, on s'aperçoit que dans l'acceptabilité, dans la diffusion après de l'information, c'est pas ça qu'ils vendent eux. Ils disent pas je fais des économies ou je fais de l'énergie verte. Ils disent je vends de l'électricité à mes voisins. Et c'est ce phénomène de solidarité en fait qui marche avec les uns avec les autres et de se dire toi tu as essayé, ça marche, ben, je vais être solidaire avec toi. Il y a un enjeu qui est derrière, qui est plus un enjeu commercial en fait. Et ça on l'aperçoit sur toutes les opérations qu'on a lancées avec des particuliers. Après, les Français ont du mal à accepter les nouvelles technologies ou le nouveau, quoi, tout simplement. Bah, alors ça aussi, on travaille sur l'application, une application simple. Alors sur l'application, on a accès à tous les graphiques de prod, de machin. Mais en fait, juste le fait d'avoir un afficheur qui dit je consomme ou j'injecte, en fait, ça suffit comme information. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et l'acceptation, elle est facile parce qu'en plus, alors en plus, ils donnent leurs autorisations pour qu'on ait accès aux données. Donc il y a quand même le sujet d'acceptation de partager les données. Mais en fait, la conviction, elle vient juste par des choses simples. Ouais, j'ai une application, j'ai juste à regarder, ça marche. Je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Après, sur les technologies, effectivement, il y a eu tous les freins sur le compteur Linky dans les années 2020. Là. Bon, maintenant, les freins là-dessus sont un peu tombés. Et en fait, on démontre qu'on peut utiliser le compteur Linky encore pour autre chose et être beaucoup plus performant. Donc, voilà, après, je ne sais pas le taux d'acceptation derrière, on ne l'a pas encore étudié. Et le coût de l'installation du module, ça coûte combien? Le module simple, juste le module, c'est 269 € avec 50 communications. Donc voilà, si on étale ça à l'année, ça représente 50 € par an. Pour faire 24% d'économie sur la facture, bon, ça se prend quoi. Et la revente de l'électricité, il est à combien de kilowattheures? Au sein des opérations, Oui. c'est fixé par l'opération. Donc c'est libre. Bah, si vous voulez, on est au stand juste là au coin. Merci. On n'a plus de temps, désolé, je vous laisserai. Bah, on est au stand, le stand il est juste au coin là.